Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, on essaye une voiture avec un badge très connu, c'est le badge Mustang. Cette fois-ci, il est apposé sur un SUV, en plus 100% électrique. Ce qu'on voudrait savoir, c'est si cette voiture a vraiment une âme Mustang. Et bien, on va poser la question directement à Olivier, qui a essayé cette voiture pour nous. L'essai complet de la Ford Mustang Mach-E est disponible dans notre magazine Le Moniteur Automobile ou sur notre site internet moniteurautomobile.be. Vous pouvez également retrouver tous nos autres essais sur moniteurautomobile.be ou sur notre chaîne YouTube. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Alors Olivier, c'est toi qui as essayé cette voiture pour nous. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je te propose d'abord qu'on parle un tout petit peu du style parce qu'il y a quand même eu un gros travail sur cette voiture. Oui, parce qu'il fallait rappeler Mustang, puisqu'elle aborde un Mustang, il faut que... Mustang qui n'a jamais fait de SUV, évidemment. Voilà, Mustang n'a jamais fait de SUV, c'était des coupés ou des cabriolets, bien évidemment. Alors les stylistes se sont amusés, ils ont pris un capot qui rappelle celui de la Mustang, les phares également. Et si on regarde sur le côté, on voit que la ligne ici descend. Et puis on a une partie noire au-dessus. Alors en fait, cette ligne-là, ça rappelle la ligne de la Mustang actuelle, avec également les épaules, etc., qui rappellent la Mustang actuelle. Puis on a mis un peu plus haut pour faire SUV et qui supporte le toit panoramique en verre. C'est un trompe-l'œil, effectivement. C'est un effectivement, de loin, la voiture a l'air assez basse comme ça, mais elle a quand même une bonne garde au toit, quoi. Voilà, d'où ce jeu bicolore. Okay. Chose particulière, les poignées de porte. Donc c'est un but aérodynamique à la fois de design. Donc on ouvre la voiture en mettant son doigt sur ce bouton aussi, et puis on tire par cette petite poignée. Okay. À l'arrière, on doit appuyer sur le bouton. Pas de poignée à l'arrière. Et on le prend directement dans la voiture. La porte s'ouvre directement. Voilà, on le verra tout à l'heure quand on rentrera dans la voiture. Alors aussi une chose qui rappelle un peu Mustang, enfin même qui rappelle beaucoup Mustang, c'est les optiques arrière, ces fameux triple feu arrière. Et on voit aussi que la voiture est quand même bien stylisée. Il faut savoir que le Mustang, vous le retrouverez partout dans la voiture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a du Mustang partout. On veut bien marquer son territoire. On n'est pas dans une Ford. Même si c'est une Ford, on est dans une Mustang. C'est du matraquage. C'est du matraquage, voilà. Il faut bien quand même justifier le cheval là qu'on a sur la voiture. Il faut imposer le blason. Au niveau du gabarit, on est sur quelle taille de voiture à peu près? 4,70 m. Le coupé Mustang fait 4,78 m, donc il y a quelques centimètres en moins. La voiture est pas très haute pour un SUV, donc elle a quand même, elle a la stature d'un SUV, mais c'est pas une voiture très très haute, c'est pas une voiture très massive. Donc elle a gardé quand même des lignes dynamiques, donc il faut quand même si c'est pas une voiture performance comme dit Ford, donc ils insistent bien sur le fait que c'est pas une voiture de sport, mais elle a quand même des gènes sportives en elle. On le verra quand on la conduira tout à l'heure. Il y a quand même du caractère dans cette voiture, elle a du caractère. Et donc elle est plus petite que le coupé? Un peu plus petite que le coupé. Mais on peut s'y installer à 5. On peut s'y installer à 5, enfin la 5e place est confortable, mais c'est pas une vraie 5e place dans ce sens que c'est pas 3 sièges identiques, c'est suffisant pour mettre 3 adultes, mais c'est pas non plus une 5 places pour mettre 3 enfants avec leur siège. Ok, voilà. Moi je trouve qu'elle a beaucoup de look en tout cas, c'est une voiture qui en jette pas mal je trouve. Oui, elle a du style, elle passe pas inaperçue, ça c'est sûr. Pas pour le bruit qu'elle fait, parce qu'elle n'en fait pas, à part le petit sifflement obligatoire. Mais c'est d'abord aussi pour son style et l'image qu'elle dégage quand on la croise sur la route. Ouais. Ok, parlons un peu de technique maintenant, comme c'est une voiture électrique. J'imagine qu'il y a 2 moteurs électriques, plus une batterie. Oui, alors il y a une énorme batterie qui se trouve en dessous, c'est une batterie de 99 kWh, mais 88 kWh sont exploitables pour la conduite de la voiture. Il y a 2 moteurs, un petit moteur à l'avant de 50 kW, ça fait à peu près 80 chevaux, et un autre moteur à l'arrière plus puissant, parce que c'est lui qui vraiment sert le plus pour la progression de la voiture, donc on peut dire que c'est quasi une propulsion, qui fait 210 kW. Ensemble, on a 351 chevaux sur cette version 4 roues motrices, il existe aussi des versions 2 roues motrices. C'est la version avec la batterie la plus importante, c'est la version la plus puissante. Elle permet d'avoir une autonomie officielle de plus de 500 km, WLTP. Dans la vraie vie, en ayant un parcours mixte, on fait facilement 400 km sans problème. Et on peut faire des relais de plus de 2 heures sur autoroute, puisque lors de l'essai, j'ai fait plus de 300 km entre 2 bornes autoroutières et j'ai eu aucun problème de stress d'autonomie, puisque j'étais encore à 20% quand je suis arrivé à la 2e borne en étant parti avec 80%. Donc c'est vraiment une voiture on peut faire de la route avec cette voiture électrique, rassurant, sans problème. Rassurant. Au niveau de la recharge, la trappe est là. La trappe est là, oui. Donc c'est une trappe qu'on ouvre à la main simplement. Ouais. On a donc la type 2 classique, ce qu'on appelle Mennekes, et puis on a le combo, le petit combo, donc pour les charges ultra rapides jusqu'à 100 kW.
Ce qui veut dire que sur un chargeur combo Ionity, par exemple, à 100 kW, s'il fonctionne de sa manière théorique maximale, en 1 heure, on peut la charger à 100%, mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Mais ça veut dire qu'en 1 heure, vous avez quand même pratiquement 90% de la batterie qui est rechargée. Un bouton pour verrouiller, déverrouiller si nécessaire. Donc assez simple d'utilisation, il n'y a pas besoin de jouer avec la télécommande, etc. C'est assez facile. D'accord. Et c'est comme toujours, malheureusement, si tu la recharges chez toi, ça prend beaucoup plus de temps. Ah bah évidemment, ça dépend aussi de la puissance du chargeur. Donc si on a une prise électrique de 3,7 kW, on fait le calcul, il faut 24-25 heures. Ouais. Bon, quand on achète une voiture électrique, en général, on investit un wallbox. Sur un wallbox de 11 kW, là, en une nuit, c'est réglé, puisque 90 kWh qu'on s'est récupéré en 8-9 heures sans problème. Sur les bornes de 50 kW qu'on trouve un peu partout, sur les parkings d'autoroute et parkings de supermarché, il faut compter 2 heures grand maximum. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire ses courses à l'aise et la voiture sera rechargée pendant ce temps-là. Faites attention quand même que parfois, si on dépasse la demi-heure de charge, il y a des frais supplémentaires, donc il faut quand même faire attention. D'accord, mais ça, c'est pas lié à la voiture. Oui, c'est pas lié à la voiture. Oui. Moi, j'ai entendu dire que cette voiture, elle avait quand même un petit accent belge. Elle a été développée chez nous au centre d'essai de Lommel. Voilà, c'est ça. Donc au Ford Proving Ground qui se trouve à Lommel, dans le Limbourg. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs belges qui ont travaillé sur le comportement de la voiture, sur le châssis. C'est également chez eux qu'on a développé les systèmes d'aide à la conduite, notamment. Alors c'est pas vraiment une voiture avec un autopilotage, mais elle a quand même des systèmes intelligents, notamment un système de régulateur de vitesse qui va adapter la vitesse programmée aux limitations de vitesse en gardant la marge qu'on a mis en mémoire. Si par exemple sur autoroute en Belgique on a programmé le cruise control à 125 pour garder cette petite marge de tolérance, eh bien quand on va passer sur le ring de Bruxelles à 100, elle va se mettre à 105 km/h. Donc comme ça on va garder cette petite marge de tolérance qu'on s'est mise à soi-même. Il faut quand même être prudent avec ça. Voilà, il faut être prudent avec ça évidemment parce qu'il ne faut pas mettre une marge de 25 km/h parce que ça ne marchera pas évidemment. Mais disons qu'il ne faut pas à chaque fois reprogrammer le régulateur, il va garder cette petite marge qu'on s'est mise, en programmation du régulateur de vitesse. Cédric, pour entrer dans cette voiture sans poignée, on appuie simplement sur le bouton. C'est très simple. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre pour l'arrière. C'est un petit peu particulier parce qu'on appuie sur le bouton, elle s'entrouvre. Et on a une protection à l'intérieur pour ne pas se salir les doigts pour l'ouvrir confortablement. Alors on a aussi des chiffres ici. Alors ça c'est pour l'ouverture à distance du véhicule, y compris le démarrage à distance. Par exemple, on a laissé la voiture sur un parking et on a un ami ou quelqu'un de la famille ou un proche qui veut prendre le véhicule. On peut lui donner un code. Il introduit le code et il peut accéder à la voiture et la faire démarrer. Et la démarrer aussi. Et la démarrer aussi, oui. Après, il y a un suivi évidemment pour éviter qu'il fasse n'importe quoi avec la voiture. Mais c'est un système pour pouvoir déplacer la voiture à distance. Alors, avant de t'inviter à aller à bord de la voiture, je voudrais te montrer quelque chose encore à l'extérieur. C'est le frunk, le coffre à l'avant. Le front trunk. Voilà, le front trunk qu'on connaît bien dans les voitures électriques, mais celui de la Mustang a quelque chose de particulier. Voilà, il y a quelque chose de particulier, c'est ces protections. Alors, c'est pas pratique en fait. C'est parce que on sait à peine casser le câble. C'est curieusement aménagé. Voilà, on ne sait pas mettre de sac, on ne sait pas mettre de parapluie. En fait, c'est une obligation légale aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas qu'un enfant puisse s'installer là-dedans. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont mis tout ce compartiment, c'est pour que tu ne décides pas de mettre ton enfant sous le capot de la voiture. Voilà. Et donc, parce que à l'arrière, on sait toujours sortir, mais là, si on est en dessous du capot, on est coincé. Bon, et toujours entre nous, c'est facile à détacher. Et toujours ce petit détail intéressant, le Mustang ici. Le Mustang, on le voit partout, il est vraiment partout. Donc ça, c'est pas très pratique, parce que franchement, on sait même pas mettre de sac. Mais bon, on peut s'arranger, on peut s'accommoder de ce problème-là. D'accord. Ok, alors comme à l'extérieur, moi je trouve qu'il y a beaucoup de style à l'intérieur de cette Mustang. Oui, il y a du style, c'est vrai, c'est épuré, c'est joli. Parfois un peu dur, c'est quand même du plastique bien dur, donc ça manque peut-être un peu de raffinement. Un peu de finesse peut-être. Ouais, un peu de finesse, voilà. Mais après le style est bien. Le style est bien, les sièges sont très confortables, ça c'est vraiment quelque chose de... Ils sont un peu plats peut-être. Ils n'ont pas l'air d'être très... d'avoir un excellent maintien sur le côté. Voilà, dans les virages serrés, on bouge, j'ai de temps en temps fait ça dans les virages, dans les hautes failles, mais pour le reste, c'est plutôt très confortable et agréable à l'œil en tout cas. Ce qui est bien aussi, c'est cet écran tactile vertical, ce grand écran tactile vertical. Façon Tesla. Façon Tesla ou Polestar. Façon Polestar aussi, voilà. oui. Mais
Il est très bien agencé. Les menus sont très bien faits. Ce qui est bien, par exemple, ce sont ces petits menus là qui rappellent les dernières commandes qu'on a utilisées. D'accord. Donc, si on change souvent de radio, qu'on téléphone souvent en main libre, eh bien, on y accède très facilement. Donc, c'est pas trop perturbant en roulant. C'est pas trop perturbant en roulant. Par exemple, le bouton de volume, on l'a toujours à la commande au volant, bien évidemment, mais on peut aussi le changer ici. C'est assez pratique. D'accord. On a aussi un petit écran ici à l'avant qui est juste la taille qu'il faut. Voilà. D'accord. On ne sait pas trop le personnaliser, mais il donne les informations essentielles. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de manuel de bord papier fourni avec la voiture. Tout se trouve dans le système tactile. Il faut donc poser la question à la voiture. La voiture qui est également compatible avec Apple CarPlay, avec Android Auto. Tout ça fonctionne vraiment sans problème. J'ai pu le tester. Il y a juste que Android à un moment donné m'a lâché, mais la navigation de la Ford remplit très bien son rôle. Et donc la Mustang, tu veux dire? De la Mustang, effectivement. On se trompe encore parfois avec cette voiture, mais donc c'est un système Ford. Il y a beaucoup d'espace ici aussi, avec le fait qu'il n'y ait pas de levier de boîte de vitesse. On a une commande rotative là. Oui, on a la commande rotative. Donc on a ici, on peut poser son téléphone, on peut poser son portefeuille, on peut mettre une paire de lunettes. On a des prises USB à l'ancienne ou des prises USB-C, donc c'est compatible avec les deux. Ici, on a encore un beau vide-poche qui a aussi une prise 12V classique, 12 volts classique. On a une boîte à gants convenable, on peut regarder, une boîte à gants plutôt convenable. Bon, c'est pas exceptionnel au niveau des espaces de rangement, mais c'est correct. C'est très correct. C'est aussi une belle installation audio. Ah oui, c'est une très belle installation audio. En plus, on est dans un univers où il n'y a pas de vrombissement de moteur, donc on peut profiter de la musique ou des podcasts qu'on écoute confortablement dans la voiture. Donc vraiment un bon système Bond & Olufsen. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est comme une voiture américaine, la Mustang. Aux États-Unis, l'équipement sonore est vraiment un point très important. Chez nous, ce qui est aussi important, c'est l'espace à l'arrière. On regarde? On va aller jeter un coup d'œil, bien sûr. Bel espace à l'arrière, je trouve, c'est assez logeable. Bon, comme à l'avant, j'ai l'impression que les dossiers manquent un peu de dessin, mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. On a de la place pour les jambes. Bon, c'est un peu haut parce qu'il y a la batterie, donc évidemment, on peut pas mettre les pieds très bas, mais il y a quand même de la place. Bon, je suis pas très grand, mais on peut quand même tendre les jambes. C'est creusé ici pour le passager central. Il faut savoir que il n'y a pas la place pour mettre 3 sièges auto-enfants, mais on peut quand même s'installer à 3 classique adultes à l'arrière. Donc pour ça, c'est très bien. On profite aussi de la lumière du toit panoramique, ce qui permet aussi d'ouvrir un peu l'espace dans la voiture. On n'a pas l'impression d'être enfermé. Ça crée une chouette ambiance. Voilà, et on se souvient de la ligne du coupé qui est là. Et donc, grâce à cet effet, on a quand même pas mal d'espace pour la tête. Ouais, donc, un espace SUV plutôt qu'un espace coupé. Donc, ça, c'est bien. Et ça reste un SUV pratique au niveau du coffre, j'imagine? Ah oui. On jette un œil vite fait? On jette un œil vite fait. Il faut quand même se rappeler que la banquette arrière peut être rabattable en 2 parties, un tiers, 2 tiers. Donc, cette partie-ci et le siège ici, ça permet d'étendre le coffre. Mais on va aller jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière. D'accord. Alors, le haillon s'ouvre électriquement, bien évidemment. Alors, il faut faire attention, c'est que si on n'a pas programmé la hauteur maximale, il va monter très très haut. Ah oui, donc il faut faire attention à la jolie peinture. Hein. Voilà, dans les parkings souterrains notamment, on peut avoir de mauvaises surprises, ou dans son garage. Alors, sous le couvre-bagages qui est là, et à ce niveau du plancher, on a 400 litres. C'est correct. Voilà, on peut enlever le couvre-bagages, on peut rabattre les sièges, là on peut monter jusqu'à 1500 litres. C'est plus que correct, on peut acheter des meubles en kit sans problème. Alors ici, j'ai le sac avec un des câbles, c'est le câble type 2, celui des bornes rapides. On peut le ranger ici en dessous. Sous le plancher. Sous le plancher, où il y a déjà le câble avec la prise pour les prises murales. On a mis d'autres affaires. Et si on est bon en Tetris, on peut aussi essayer de le placer à l'avant. Ouais. Mais là, c'est un peu plus compliqué que simplement le poser. Voilà. Là, on le pose, on le tasse un peu, et hop, c'est reparti. Voilà. Alors Olivier, la vraie question qu'on se pose à propos d'une Mustang full électrique, c'est est-ce que c'est vraiment chouette à conduire? Alors c'est plutôt une voiture dynamique, hein, donc elle est plutôt sympa à conduire. Alors évidemment, on n'a pas la sensation d'une vraie sportive comme dans le coupé et le cabriolet Mustang que l'on connaît tous. On est un peu entre les deux mondes, entre le monde d'une Mustang et je dirais le monde de Ford. Ceci dit, malgré que ce soit un SUV, il est quand même assez dynamique. C'est une voiture qui a quand même du caractère, une suspension un peu ferme. On le ressent d'ailleurs parfois lorsqu'on a des irrégularités sur la route. On sent quelques raideurs, oui, voilà. J'allais dire. Hein. Mais c'est pas forcément inconfortable. C'est ce que j'ai fait un long trajet avec cette voiture et franchement, il y a des voitures et d'autres voitures avec lesquelles j'ai plus de soucis de dos à la fin de la journée. Ici, on peut quand même faire de longs trajets sans trop souffrir. Donc le confort est quand même bon.
Ce qui est bien aussi, c'est la direction. Elle a une direction qui n'est pas du tout artificielle, donc on peut vraiment diriger la voiture de manière dynamique dans les petites routes sinueuses. Donc pour ça, tu as un bon feeling des commandes pour une électrique ou... Oui, très bon feeling des commandes pour une électrique. Le seul point un peu bizarre, c'est que le one pedal que l'on peut activer. Donc le one pedal drive, c'est quand tu lâches la pédale d'accélérateur et que la voiture génère régénère la batterie et donc crée un ralentissement forcé. Hein. Voilà, c'est ça. Ici, il est là, mais il n'est pas très très fort. Donc bon, ça peut être pratique évidemment pour éviter de devoir à chaque fois se retrouver avec le nez, avec les dents dans le volant à chaque ralentissement. Mais disons qu'il faut un peu doser. Mais il n'est pas aussi radical que d'autres modèles électriques qui fonctionnent aussi avec ce système de conduite à une pédale. Mais pour le reste, ça fonctionne plutôt bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est que Ford a trouvé des noms originaux pour les modes de conduite. Donc là, on est en mode actif, qui est le mode de base en fait, et on peut passer par exemple au mode sportif qui s'appelle Untamed. Et alors on a aussi un son de propulsion que je viens d'activer, et donc ce qui fait que lorsque l'on accélère un petit peu avec la voiture, il y a une espèce de vrombissement. Voilà, un petit vrombissement très artificiel, alors, bien évidemment. C'est pas le V8 de la Mustang qu'on connaît, mais il y a quand même un son sympa, quoi. Voilà, alors en ville, ça n'a aucune utilité parce qu'on roule jamais assez vite pour que ce soit vraiment audible. Mais sur les petites routes, quand on peut se lâcher un peu, c'est quand même sympathique d'avoir ce petit vrombissement, surtout en réaccélération. Et autre chose, Cédric, c'est que quand on sort d'un virage qu'on a pris de manière sportive, quand on réaccélère très fort, on sent quand même tout d'un coup que les roues arrière se mettent en mode propulsion, que le moteur arrière donne le petit coup de pouce pour faire accélérer la voiture tout en restant bien dans les lignes. Ah oui, tu as une petite attitude un peu survireuse comme ça ou... Oui, exactement. Enfin, pas survireuse, elle va pas survirer, mais on va sentir dans le dos que tout d'un coup les roues arrière se mettent à pousser. Voilà. Autre chose encore, au niveau de l'accélération, c'est pas non plus très explosif. Hein. C'est de 0 à 100 en 5 secondes, donc c'est quand même sportif. Correct. Mais c'est pas comme on peut le voir sur une Tesla, par exemple. Il faut savoir que cette Mustang Mach-E va exister en version GT, qui sera, elle, beaucoup plus explosive à l'accélération. Et pour l'instant, on est encore dans des voitures, on dira juste sportives, mais pas encore ultra sportives. Voilà. Ok. Bon, ok Olivier, on a vu tout ça. Maintenant, on sait que les voitures électriques, elles ont un point faible, c'est généralement le prix. On est à quel budget ici pour cette Mach-E? Alors cette Mach-E ici, 351 chevaux, 4 roues motrices avec la finition qu'on a vue, 64 425 €, non négociable. Non négociable. Oui, parce que ça fonctionne sur un autre système que qu'on a l'habitude de voir en concession. Donc en fait ici, c'est une plateforme internationale. Donc les prix sont définis à l'avance, marché par marché bien évidemment. Donc pour la Belgique, c'est ce prix-là. On commande, on paye et la voiture sera livrée rapidement parce qu'elle fonctionne sur un système de stock en fait. Un peu comme chez Tesla en fait. Un peu comme chez Tesla et comme il y a 100 ans, la Ford T, hein, pour un petit peu revenir un peu dans l'historique de Ford. Donc on produit et puis on vend ce qui est produit. Si on a éventuellement choisi une des couleurs qui n'est plus disponible en stock, de toute façon la production va suivre. Ouais. Donc la voiture est toujours livrée rapidement. Donc 64 000 € environ pour cette version-ci. Il y a quand même des versions moins chères, non, j'imagine? Oui, il y a des versions beaucoup moins chères, hein, puisqu'il y en a une version 2 roues motrices, 269 chevaux, à 48 000 €. D'accord. Ça fait comme presque 20 000 € de différence. Ça devient plus intéressant. Ça devient plus intéressant. Moins en Belgique, parce qu'il n'y a pas de primes, mais dans les pays voisins ou plus lointains, où il y a des primes qui peuvent aller parfois jusqu'à 10 000 €, on a quand même alors un beau véhicule à 40 000 qui reste alors vraiment concurrentiel. Et face à la concurrence, ça reste quand même intéressant, je pense. En termes de rapport prix-équipement, on est plutôt bien puisque ça vient de chez Ford, même s'il y a un logo Mustang. Par rapport à des premiums comme BMW, je pense par exemple au iX3, oui. On est plutôt mieux ici. Tout à fait, tout à fait. On l'a vu, hein, l'intérieur est quand même cosy. Hein, on n'est pas grugé sur la marchandise. Effectivement, par rapport à la BMW X3, il faut quand même se souvenir que la BMW iX3, c'est une X3 qu'on a électrifiée, donc c'est une voiture thermique qu'on a transformée en voiture électrique. Ouais. La Mach-E, c'est une voiture qui a été conçue pour être 100% électrique, donc ça lui donne déjà un avantage à ce point de vue-là. Par rapport à la Tesla, on n'a pas encore les prix, mais on se doute bien que la Tesla Model Y, la Model Y, voilà, sera pas au même tarif, sera peut-être même un peu plus cher, et puis elle a une autre finition que cette Mustang. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on achète la Mustang Mach-E, on a droit pendant 1 an à l'abonnement Ionity qui donne le tarif préférentiel. Donc ça permet de savoir si on utilise souvent Ionity ou pas. Donc ce sont les chargeurs hyper rapides qui sont généralement le long des autoroutes. Sinon c'est 160 € par an l'abonnement Ionity, qui devient rentable qu'à partir du moment où on charge plus de 8 fois par an sa voiture sur autoroute. D'accord. Ok.
Ok, on arrive tout doucement au bout de cet essai. Moi, j'ai encore 2 questions pour toi, Olivier. La première, c'est est-ce qu'il y a une vraie âme de Mustang dans cette voiture? Et la deuxième, est-ce que cette voiture t'a vraiment marqué? Alors, elle m'a marqué, oui, parce qu'elle est agréable à conduire. Et puis surtout, il n'y a pas le stress de l'autonomie qu'on a dans beaucoup de voitures électriques, parce qu'elle a une vraie bonne autonomie. Elle a aussi la capacité de charger rapidement sur les bandes rapides, donc ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures électriques, parce que même sur les bandes rapides, la charge est parfois lente. Ici, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. On peut rouler 3 heures d'affilée sur autoroute sans devoir stresser à l'idée de borner. Donc elle a une autonomie vraiment très suffisante, elle a du style, elle a du dynamisme, donc elle est plutôt plaisante à conduire, confortable aussi, elle m'a pas fatigué sur de longs trajets. Pour ce qui est de la Mustang, là j'ai un peu plus de mal. Moi j'ai encore tendance à l'appeler Ford avant de l'appeler Mustang, parce que pour moi la Mustang c'est pas un SUV, malgré les efforts dans le design et le cheval qu'on retrouve un peu partout dans la voiture. Voilà, c'est encore. Il va peut-être falloir s'y faire. Il va peut-être falloir s'y faire parce que peut-être aussi que Ford nous lance un signal, parce qu'on sait que le pouvoir politique pousse de plus en plus les constructeurs vers la voiture électrique et donc ils n'ont pas trop le choix, je pense, d'y aller, même si c'est parfois reculons. Mais Ford apparemment il va de l'avant et il nous prévient que peut-être il faudra s'attendre à ce que les Mustangs que l'on connaît, coupé cabriolet, passent un jour aussi à l'électricité. En tout cas, pour l'instant, il y a la Mach-E et je pense que c'est une voiture qui ne renie pas la Mustang, mais qui reste quand même un peu forte quand même, malgré tout. Ok. Merci Olivier pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cet essai, n'oubliez pas que nous en avons d'autres sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.